Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cet après-midi qui sera marqué par un certain éclectisme, puisque les différents intervenants qui vont se succéder vont tour à tour aborder la trance avec différentes perspectives. C'est d'ailleurs ça qui fait le charme de l'étude des trans, c'est la multiplicité des regards et des disciplines qu'elle peut convoquer. Alors, on aura une perspective anthropologique, tout d'abord, suivie d'une perspective plutôt historique, un abord numérique des trans, et une perspective artistique et créative. Et on finira en fin d'après-midi avec un atelier avec une dimension plus clinique. Voilà. En premier invité, on va avoir le plaisir d'écouter Romain Dupuis, qui est psychologue, anthropologue, qui est aussi formateur en hypnose, si je ne me trompe pas, qui travaille aussi dans le champ de la dictologie, c'est ça? J'ai vu quelque chose qui disait ça. Et qui va nous parler de ses travaux dans le cadre de sa recherche doctorale, supervisée par Philippe Descola, qui va nous parler de la socialisation des hallucinations. Je laisse la place. Donc bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous m'entendez bien là? Ouais. Merci aux organisateurs, organisatrices de ce colloque pour leur invitation. Alors, je vais vous parler, moi, aujourd'hui, je vais aborder un peu cette thématique transversale, la relation entre trans, culture et art qui nous réunit aujourd'hui, à partir d'un cas particulier qui est celui des images mentales suscitées par la consommation de substances dites hallucinogènes ou psychédéliques. Alors, ces substances, elles sont bien connues par les anthropologues de longue date qui ont notamment étudié leurs usages, notamment dans les Amériques, puisque savoir que dans le grand panorama des sociétés humaines, les sociétés amérindiennes sont celles qui ont le plus institutionnalisé l'usage de ces substances. Alors vous connaissez sans doute l'usage de l'ayahuasca en Amazonie, des champignons psilocybes en Mésoamérique ou du peyote au Mexique. On connaît aussi les usages dits festifs ou hédonistes qui ont émergé à partir des années 60 aux États-Unis, autour notamment de la contre-culture, l'usage du LSD, et aujourd'hui qui a ses échos dans la culture de la musique électronique. Et évidemment, on a le grand sujet du moment touchant les psychédéliques, qui est ce qu'on appelle la dynamique de médicalisation des psychédéliques, sur laquelle je reviendrai à la fin de cette intervention, où ces substances, après avoir été prohibées depuis une cinquantaine d'années, considérées comme des stupéfiants dangereux, sont en train d'être requalifiées comme de potentiels médicaments, avec des essais cliniques qui sont développés notamment en Amérique du Nord depuis une quinzaine d'années, et des essais qui ont d'ailleurs débuté en France depuis un an ou deux, autour de l'utilisation de la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes dans le traitement notamment de l'alcoolisme et de la dépression. Et donc il y a cet espoir que ces substances constituent une nouvelle génération de traitements de santé mentale dans le traitement du stress post-traumatique, de la dépression, des troubles anxieux et d'autres pathologies. Alors il y a plus, puisque aujourd'hui il y a tout un narratif qui se développe autour de ces substances. Vous avez vu qu'il y a des documentaires Netflix, il y a des ouvrages grand public, et aujourd'hui donc les psychédéliques ne sont pas considérés seulement comme des traitements potentiels de santé mentale, mais aussi pour certains comme de potentiels outils de transformation de la société. Alors voilà, par exemple j'étais à la Breaking Convention là, il y a juste avant le Covid, Canon Breaking Convention, qui est une des grandes messes de la recherche psychédélique dans le monde, et il y avait l'une des cofondatrices du mouvement Extinction Rébellion, un mouvement écologiste que vous connaissez sans doute, qui donc dans son intervention invitait à la désobéissance civile psychédélique, c'était qu'il fallait prendre des psychédéliques, en diffuser, en donner à tout le monde, bientôt en mettre dans l'eau courante, avec cette idée que finalement la crise écologique auquel nous sommes toutes et tous confrontés était le fait d'un certain rapport à la nature, d'un certain mode de conscience, et que en utilisant les psychédéliques, on pourrait transformer nos consciences, transformer nos rapports aux non-humains, et ainsi peut-être changer de forme d'organisation sociale
et échapper aux extinctions de masse qui nous attendent. Alors ça, c'est un narratif qui se diffuse de plus en plus. C'est notamment ce qu'on appelle la biophilie, c'est cette idée que les psychédéliques pourraient transformer notre rapport aux vivants non humains en nous rendant plus empathiques avec eux. Voilà. Alors ces les éléments, ils ont fait écho dans certaines études scientifiques qui sont appuyées sur des questionnaires principalement, avec cette idée que les psychédéliques pourraient transformer nos positions politiques. Avec cette idée que les psychédéliques vont en gros vous rendre un peu, il y aurait une sorte d'automatisme pharmacologique qui ferait que les psychédéliques en gros vous rendraient de gauche, anti-autoritaire, écologiste, féministe, antiracistes, etc. Vous voyez que ces études, par exemple, qui ont été publiées dans les articles que vous voyez ici, donc vous voyez que cette idée, from egoism to ecoism, voilà, il y aura une transformation de la conception du soi chez les usagers de psychédéliques qui fait qu'on passe d'un monde d'une représentation où on est autocentré à une forme d'écoïsme, c'est-à-dire de décentration de soi et où on va inclure les non-humains dans notre conception de soi et dans nos soucis. Et donc ça va transformer notre rapport évidemment nos perspectives sur les questions écologiques. On a ça aussi par rapport, vous voyez, à ce qu'on appelle les politiques, les regards sur les politiques autoritaires. Bref, vous avez compris, il y a cette idée que les substances psychédéliques pourraient transformer nos positions politiques. Donc c'est pas seulement un traitement de santé mentale, ce serait aussi une cure pour la crise écologique, le virage autoritaire que toutes les sociétés occidentales voient les affecter progressivement. Alors effectivement, c'est très attrayant vu le moment historique que l'on vit. C'est assez séduisant comme hypothèse. On aimerait bien avoir des substances qui nous permettraient d'échapper à tout ça. Mais malheureusement, il y a un peu trop d'éléments empiriques qui viennent contredire cette hypothèse pour pouvoir y adhérer, parce que déjà c'est une histoire. C'est la reprise, en fait, ce narratif contemporain, c'est la reprise d'un narratif déjà qui existait dans les années 60, avec cette idée que le LSD, en distribuant du LSD, vous savez, ces bus là qui distribuaient du LSD un peu à toute la population, avec cette idée que finalement vous donnez une goutte de LSD à un cadre sup, un col blanc, et ça allait en faire un hippie, et qu'on allait transformer la société comme ça. Sauf que malheureusement la contre-culture californienne a parfois a mené à ce que l'on sait, et on a des exemples comme la secte qui avait été montée autour de Charles Manson, où il y avait un usage assez massif du LSD, ce qui ne les a pas du tout empêchés de produire une théorie raciste, et de commettre des meurtres pour initier une guerre raciale aux États-Unis. Et on a aujourd'hui des travaux qui se penchent sur l'usage des psychédéliques dans les groupuscules d'extrême droite, et en fait on voit que finalement l'usage des psychédéliques ne les rend pas du tout de gauche, ça a plutôt tendance à amplifier et renforcer leurs présupposés politiques. Alors ça, c'est finalement pas très étonnant quand on connaît un peu les psychédéliques, qui sont connus pour ce que Timothy Leary avait appelé le set and setting, c'est-à-dire que parmi la grande famille des substances psychotropes, les psychédéliques sont sont les substances qui sont les plus sensibles aux facteurs dits extra-pharmacologiques. Donc vous voyez, si vous buvez du café, quel que soit le contexte, ça va vous speeder. Si vous prenez du Xanax, quel que soit le contexte, ça va vous ralentir. Les psychédéliques, c'est pas comme ça. Le contexte dans lequel vous le prenez, votre état d'esprit, vos attentes vont façonner l'expérience. Ça a été observé tôt. Et d'ailleurs, il suffit de voir aujourd'hui en Californie, à 60 ans d'écart, on prenait les psychédéliques pour faire la révolution dans les années 60, et aujourd'hui il y a la mode du microdosing. Là vous voyez, c'est une pub pour le microdosing que j'ai trouvé sur internet. Donc le microdosing, vous savez peut-être, ça consiste à prendre des doses subhallucinogènes de psychédéliques à des fins afin d'augmenter sa productivité, ses capacités de concentration, etc. Et c'est une mode qui a été lancée par les cadres sup de la Silicon Valley, de l'industrie de la tech, avec cette idée d'augmenter notre compétitivité dans un contexte de crise économique. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, dans la même région, on utilise les substances non plus pour faire la révolution et faire tomber le capitalisme, mais pour être beaucoup plus adapté aux demandes du marché, en augmentant ses capacités de concentration, de productivité, de performance sociale, etc. Donc on voit que les psychédéliques et leurs effets sont très dépendants des cadres idéologiques dans lesquels s'inscrivent leurs usages. Alors ça, c'est pas très étonnant pour les anthropologues, puisque les anthropologues, comme je vous disais, notamment américanistes, travaillent depuis longtemps sur l'usage de ces substances au sein des sociétés
autochtones des Amériques, et il a été observé assez tôt deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y avait une variation de la phénoménologie de l'expérience psychédélique selon les sociétés qu'on abordait, c'est-à-dire que l'expérience attendue avec la même substance n'était pas la même d'une société à l'autre, et que par contre au sein d'une même société, il y avait une grande homogénéité de cette expérience, c'est-à-dire qu'au sein d'une société, les gens vivaient à peu près la même chose. Donc ça, c'est à émerger des travaux comparatistes, hein, donc vous savez que l'anthropologie a... L'une des grandes obsessions de l'anthropologie, c'est de comparer les sociétés, notamment pour faire émerger les systèmes de variation et d'invariants. Et effectivement, donc on a ces travaux comparatistes, par exemple les travaux pionniers de Marlene Dopkins de Rios, qui ont mis au jour ces récurrences et ces variations dans l'usage des hallucinogènes. Et Lévi-Strauss a résumé un petit peu ce qu'on pourrait appeler cette approche culturaliste de l'expérience hallucinogène, c'est-à-dire que l'expérience hallucinogène est essentiellement façonnée par la culture, dans sa réponse au livre de Weyson, où donc Weyson qui proposait de voir dans l'expérience hallucinogène l'origine du fait religieux, et lui, Lévi-Strauss se prend à rebours cette proposition en disant voilà, les hallucinogènes sont des déclencheurs et des amplificateurs d'un discours latent que chaque culture tient en réserve et dont les drogues permettent ou facilitent l'élaboration. Donc ça, c'est vraiment dans une toute petite, enfin très ramassée, la thèse culturaliste de l'expérience hallucinogène, c'est-à-dire que finalement l'expérience hallucinogène est une sorte de projection culturelle. On voit ce que il est attendu que l'on voit en fonction de la culture dans laquelle on se trouve. Alors certes, donc, mais cette thèse a des limites, puisque à côté des travaux des anthropologues, les psychologues et les neurologues ont eux aussi poursuivi leur programme de recherche sur les psychédéliques et se sont penchés sur des éléments invariants de l'expérience psychédélique. Et vous allez voir, pas seulement de l'expérience psychédélique, mais des expériences qui peuvent être attachées au terme de transe, qui sont ce que Clover, à partir de l'étude de l'usage de la mescaline, enfin des cactus à mescaline en Amérique centrale, et aussi d'ailleurs de ses propres expérimentations avec la mescaline, a appelé les constantes formelles de l'expérience hallucinogène. Alors c'est simplement, si vous avez fait ces expériences, ou peut-être même dans des pratiques de transe, vous avez peut-être déjà vu ces formes, hein, ce sont ces formes géométriques, kaléidoscopiques, qui sont très récurrentes dans ces expériences. Alors Clover va proposer 4 grandes formes que vous voyez ici, les effets de tunnel, les effets de spirale, les grilles en nid d'abeille et les trucs genre toile d'araignée. Alors ça, ce sont 4 formes de base qui peuvent évidemment se permuter, se superposer, qui sont généralement mouvantes, qui se déplacent, qui sont colorées. Et ce sont donc, en gros, c'est un peu l'alphabet de l'expérience visionnaire. Et ce travail de Clover va ouvrir tout un champ de recherche sur ces constantes formelles de l'expérience hallucinatoire qui étaient observées indépendamment de la culture. C'est-à-dire que ces éléments géométriques ne semblent pas du tout dépendre de la culture. Si vous êtes un occidental et que vous prenez l'ayahuasca, vous avez de fortes chances de voir aussi ces formes, comme les locaux autochtones vont également voir ces formes. Du coup, ça a ouvert toute une ligne de recherche sur qu'est-ce que c'était que ce truc, hein, d'où ça sort, qu'est-ce que ça nous dit de la perception, des psychédéliques, et avec une extension de ces questions au-delà du champ seul des hallucinogènes. Et donc ces phénomènes qu'on a commencé à appeler phénomènes antoptiques ont été observés également chez des patients qui souffraient d'hallucinations, mais aussi par exemple les travaux d'Oliver Sacks où il parle de la migraine, des migraines qui produisent des hallucinations visuelles où on retrouve ce genre de structure. Et finalement, on s'est rendu compte que cette espèce d'alphabet visionnaire géométrique n'était pas propre aux hallucinogènes, mais qu'on le retrouvait dans beaucoup d'occasions de production d'hallucinations, sans forcément nécessiter l'implication d'hallucinogènes. Et alors ça a conduit à des modélisations neurobiologiques, hein, au fur et à mesure que la biologie, la neurologie évoluaient, qui se sont appuyées sur les mathématiques. Et ce qui est sorti de ces modélisations, qui ont progressé dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est que finalement, ces formes géométriques que vous voyez ici, en fait, renvoient à la structure du cortex visuel,
Alors après, on a même des hypothèses sur, vous voyez, les motifs de Turing que vous voyez ici, ces motifs géométriques qu'on retrouve aussi dans la nature, par exemple sur les pelages de certains animaux, sur la peau de certains poissons, sur les coquillages, les spirales qu'on voit sur les coquillages, etc. Et finalement, on est arrivé à une modélisation mathématique qui impute l'origine de ces formes géométriques à l'activité du cortex visuel. Et tous les humains étant des Homo sapiens qui sont dotés du même cortex visuel, voilà, c'est clair, ça explique pourquoi, qu'on soit shipibo, français ou russe, on perçoive tous des formes géométriques identiques avec les mêmes substances. Donc ça, c'est cette dimension transculturelle, invariante de l'expérience hallucinogène. Et il y a eu, ces travaux ont inspiré des thèses discutées, notamment vous avez sans doute entendu parler de cet ouvrage écrit par Klotz et Lewis Williams, qui va s'appuyer sur les travaux de Clover pour proposer que l'origine de l'art trouve s'appui sur cette expérience entoptique, donc sur la perception spontanée, donc de perceptions qui ne sont pas appuyées sur des stimulus perceptifs habituels, hein, donc ces hallucinations, et que finalement, en s'appuyant notamment sur l'iconographie de la grotte Chauvet et de l'art du paléolithique plus largement, ils vont reconnaître des phénomènes entoptiques qui sont représentés, comme vous voyez ces points là autour des chevaux, et ils vont reconnaître des formes basiques, vous voyez cet alphabet de l'expérience visionnaire, dans les premières représentations artistiques ou iconographiques documentées par les sapiens, hein, donc c'est cet art du paléolithique supérieur, et ils vont proposer donc cette hypothèse que finalement l'art, en tout cas l'art figuratif, trouve son inspiration et sa source dans ces perceptions géométriques hallucinatoires. Alors bon, c'est une thèse très discutée, mais qui est tout à fait séduisante, et qui fait écho à effectivement des propositions qui ont été faites à la suite de la formulation de la thèse de Clover sur les constantes formelles de l'expérience hallucinogène, où effectivement plusieurs chercheurs vont faire des liens très directs entre de l'art autochtone et les substances, certaines substances utilisées par ces populations autochtones. Notamment, vous voyez ici les tableaux de fil des Huichol, donc les Huichol qui vivent au nord du Mexique, utilisent des cactus à mescaline, et Siegel, dans son ouvrage classique sur les hallucinations, est frappé par la ressemblance de ces représentations avec les perceptions hallucinogènes induites par le peyote. Vous avez Raichol Dolmatov, qui lui travaille chez les Tucanos d'Amazonie colombienne, qui utilise l'ayahuasca. Et alors lui, il a cette fameuse phrase qui a frappé les esprits, où il dit les autochtones posent une question fascinante à l'anthropologue lorsqu'ils affirment que tout ce que nous considérons comme art est chez eux inspiré par l'expérience hallucinogène. Et en fait, ce qu'il observe, c'est que vous voyez ces représentations qu'on retrouve sur les maisons, hein, ce que vous voyez tout en haut là, sur les maisons Tucano, les Malokas, sur les outils du quotidien. En fait, quand ils demandent aux Tucano, bah, c'est quoi ces formes, ils disent, ah, bah, c'est ce qu'on voit quand on prend l'ayahuasca. Et donc, les Tucano placent la genèse de leur représentation iconographique dans l'expérience visionnaire. On a le cas amusant et assez peu connu de Oliver Sacks, vous savez, ce chercheur sur les hallucinations célèbre, qui a écrit sur les hallucinations associées notamment à la migraine. Et dans son livre Oaxaca Journal, il voyage donc au Mexique et il tombe sur l'art zapotèque, notamment la forteresse de Mitlan, le palais de Mitlan, et il est frappé quand il voit ces bas-reliefs, il dit mais c'est exactement ces formes qui sont décrites par les personnes qui souffrent de ces migraines hallucinatoires. Donc vous voyez qu'il y a un lien qui se fait progressivement dans les travaux scientifiques entre ces visions entoptiques, ces constantes formelles de l'expérience hallucinogène, et des arts dans des sociétés extra-occidentales et notamment amérindiennes. Alors, on a aussi le cas célèbre en Amazonie péruvienne, là encore lié à l'ayahuasca, celui des kénés, shipibo, donc ces compositions géométriques qui sont, comme vous voyez, représentées sur les textiles, les céramiques, les bijoux de perles. Donc, moi, j'ai organisé
exposition l'année dernière au musée du Quai Branly qui portait qui s'intitulait Vision chamanique, qui portait précisément sur ces questions. Et donc là, vous avez ici des extraits de deux pièces qui ont été exposées lors de cette exposition. Et vous repérez à nouveau, vous voyez, ces formes géométriques que les Shipibo imputent directement à l'usage de l'ayahuasca. Et d'ailleurs, cet art trouve un écho contemporain, puisqu'il ne s'agit pas seulement de pratiques de céramique ou de tissage traditionnel. Au passage, l'art chez les Shipibo est fait par les femmes. Ce sont les femmes qui produisent la totalité de l'art Shipibo, traditionnellement. Et on a aujourd'hui des artistes Shipibo qui intègrent le marché de l'art international et qui réinventent cet art du Kéné avec des formats tout à fait inédits, comme vous voyez ici les tableaux de Sarah Flores, donc qui la première a représenté des Kénés sur des toiles. On a un mouvement de peintres muralistes dont on avait invité deux femmes d'un collectif de muralistes Shipibo à représenter. Donc maintenant on a des peintures murales de Shipibo qui sont nées après le Covid sur les murs de la capitale péruvienne. On a une réinvention de la pratique de la céramique ou du tableau de fil, comme vous voyez ici, avec les tableaux de fil de Shonen Bencho, et vous retrouvez ces formes géométriques partout dans l'art Shipibo. On a aussi l'émergence dans les années 90 dans les villes, dans les espaces urbains métis d'Amazonie péruvienne, d'un art figuratif d'inspiration visionnaire, avec notamment la peinture de Pablo Amaringo, que vous avez sur votre gauche, et qui a créé une école, Usco Ayar, qui a ensuite donné des élèves, comme vous voyez ici le travail d'Anderson de Bernardi, des sculptures peintes. Et vous voyez ici qu'on passe à l'étape de la figuration, avec là encore ces formes géométriques qui reviennent comme l'alphabet de l'expérience visionnaire. Et évidemment, on a tout l'art occidental, de l'art psychédélique des années 60 jusqu'aujourd'hui les œuvres en art digital, en réalité virtuelle, qui vont s'appuyer sur ces expériences et sur l'alphabet visionnaire. Donc vous voyez qu'il y a un lien assez direct entre ces expériences visionnaires et les productions artistiques, que ce soit dans les populations autochtones qui en font usage, ou dans les sociétés occidentales qui ont un peu redécouvert ces substances à partir des années 60. Alors, très bien, sauf que, donc vous voyez ici que, quelque part, on peut voir l'influence de l'expérience hallucinogène sur la culture, et notamment sur les productions artistiques. C'est-à-dire que les formes qui sont perçues dans l'expérience hallucinogène servent de source d'inspiration pour des productions esthétiques. Mais ce n'est pas tout, si on veut explorer la relation entre expérience hallucinogène et culture, puisque, comme je le disais au tout début, c'est aussi la culture qui façonne l'expérience hallucinogène. Alors comment on peut résoudre un peu ce truc qui a l'air assez circulaire? Est-ce que c'est la culture qui est à l'origine de l'expérience, de ce qu'on voit dans l'expérience hallucinogène, ou est-ce que c'est l'expérience hallucinogène, ce qu'on voit dedans, qui façonne la culture? En fait, il y a des modèles qui ont proposé des stades, des étapes de l'expérience hallucinogène. Notamment l'anthropologue Rachel Dolmatov a été l'un des premiers à le proposer, mais c'est quelque chose en fait d'assez intuitif quand vous faites ces expériences. C'est-à-dire qu'il y a un premier stade qui est marqué par la perception de ces formes géométriques, orthoptiques, vous voyez ici. Peu à peu, de ces formes géométriques vont émerger des formes plus figuratives, des paysages, des personnages qui évoluent dans ces paysages, qu'ils soient architecturaux ou naturels. Et ensuite, vous avez une troisième étape où les motifs figuratifs sont très définis, tout en étant basés sur ces compositions géométriques. Alors comme on l'a vu, les compositions géométriques sont très peu ou pas du tout dépendantes des facteurs culturels. On a vu que c'était des éléments qui étaient liés à la structure du cortex visuel, que ce sont des invariants. Alors que la dimension figurative, qui apparaît plutôt dans les étapes suivantes de l'expérience hallucinogène, elle est très dépendante du dispositif, du contexte dans lequel on va faire cette expérience hallucinogène. Alors ça a été observé très tôt par les anthropologues. Il y a eu très tôt cette idée que la culture, comme je disais, façonne l'expérience psychédélique, mais finalement, on n'avait pas trop creusé les soubassements de ce façonnement culturel de l'expérience psychédélique. Et donc moi, c'est ce que je me suis attaché à faire dans mon travail, et ce que j'ai appelé la socialisation des hallucinations. Alors, pour ça, je me suis appuyé sur l'ethnographie d'un centre chamanique d'Amazonie péruvienne. Donc, centre chamanique, c'est, vous savez, c'est ces institutions qui accueillent une clientèle internationale qui vient en Amazonie pour participer à des rituels d'inspiration chamanique qui utilisent des substances hallucinogènes comme l'ayahuasca. Donc, cette clientèle, ce sont des hommes et des femmes plutôt d'origine urbaine qui viennent souvent dans des quêtes thérapeutiques, spirituelles,
et qui vont rester en général une quinzaine de jours en Amazonie et qui vont participer donc à des dispositifs qui maintenant sont bien standardisés avec des étapes bien définies, donc avec souvent des purges, hein, donc l'utilisation de plantes vomitives à des fins de purification, et ce qu'on appelle la diète, donc qui sont des retraites dans la forêt qui vont accompagner l'ingestion de certaines préparations végétales, donc là on est isolé, personne ne doit nous parler, etc. Et puis évidemment le rite hallucinogène, et notamment ici l'ayahuasca. Donc je ne m'étends pas sur l'ayahuasca, je pense que tout le monde a un peu entendu parler de cette substance. Et donc qui se prend dans des rituels collectifs que vous voyez ici, avec donc là vous voyez Jacques Mabi, le médecin français fondateur de Takiwasi, qui est aussi à l'époque le guérisseur qui dirige les cérémonies qui se tiennent dans les Malokas que vous voyez ici. Et alors moi, ce qui m'a frappé et oui, alors voilà, et les groupes de parole, qui a ça qui est un truc assez distinctif de ces dispositifs à destination des Occidentaux, qui est que là où bien souvent dans les contextes autochtones, il y a une sorte de secret qui entoure l'expérience psychédélique, dans les dispositifs à destination des Occidentaux, on va au contraire beaucoup verbaliser autour de ces expériences. Nous, on aime bien parler. Et donc, il y a souvent des groupes de parole le lendemain de l'expérience pour voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qui vont aider à l'interprétation et ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégration, d'ailleurs, dans le cadre de la médicalisation de ces expériences. Et alors, moi, ce qui m'a frappé, hop, ça, on va passer. Ce qui m'a frappé sur le terrain, c'était que donc cette institution, Takiwasi, se présentait dans sa communication publique comme une sorte de centre pionnier qui articulait biomédecine, psychologie clinique et médecine traditionnelle amazonienne, notamment qui visait à traiter les toxicomanes avec l'ayahuasca. Et donc moi j'ai travaillé sur cette clientèle-là, mais aussi sur les séminaires, donc ces dispositifs de 2 semaines à destination de la clientèle internationale. Et ce qui m'a frappé assez rapidement sur le terrain, c'est que il y avait des phénomènes de possession démoniaque qui émergeaient dans les rituels d'ayahuasca. Beaucoup de personnes voyaient des démons. On me rapportait beaucoup la découverte de la présence de démons à l'intérieur de soi. Et bon, alors quand je demandais aux gens de Takiwasi, moi j'étais encore un jeune anthropologue, je découvrais un peu tout ça et je demandais mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Et on me disait ah bah voilà c'est le monde spirituel. Voilà, c'est là, on a un peu oublié, mais voilà, en Occident, mais voilà, quand on prend l'ayahuasca, ça nous montre le monde spirituel, et voilà, voilà ce qu'on voit. Quand on va voir le monde spirituel, il y a des démons, il y a des anges, il y a des esprits des plantes, etc. Bon, fair enough, pourquoi pas. Mais j'ai fait comme ce que fait un bon anthropologue, qui est d'un moment d'aller comparer. Hein, c'est-à-dire qu'on passe, quand on fait une enquête, on va rester pas mal de temps dans une institution, puis à un moment on va comparer, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans des choses qui sont proches, dans des dispositifs qui sont proches. Et donc je suis allé dans d'autres centres chamaniques, je suis allé voir des guérisseurs autochtones de la région, et il n'y avait pas d'histoire de démons, il n'y avait pas d'histoire de possession démoniaque, il n'y avait pas de vision de démons de partout. Donc je me suis dit, bon, c'est pas juste l'ayahuasca, c'est l'ayahuasca plus Takiwasi. Vous voyez. Et donc le fil rouge de l'enquête ensuite a consisté à essayer d'identifier comment le dispositif social, les interactions rituelles, discursives, etc., était à même de façonner l'expérience psychédélique. Donc ces fameux démons qui étaient partout dans les expériences des usagers là-bas, j'ai commencé par leur demander, bon bah tiens, ok, tu vois des démons, alors à quoi ça ressemble? C'est quoi un démon? Et alors vous voyez ici, le premier rayon, ça sont trois personnes différentes. Le premier nous dit, voilà, c'était des entités qui avaient des sortes d'attributs d'animaux imbriqués les uns dans les autres, une trompe d'éléphant avec des tentacules, etc. C'est très laid à regarder, il y a un sentiment, une répulsion. Le second nous dit, voilà, j'ai vu beaucoup de flammes, j'avais chaud, j'ai vu le diable, une vision qui est passée comme un éclair, le visage d'un vieil homme froissé sur un fond de flammes. J'étais terrifié, etc. Je savais que c'était un démon. Et le troisième, ne voyait rien à voir les 2 premiers cas, et le troisième, lui, ne voit carrément rien, et il voit quand même des démons. À un moment donné, les démons sont arrivés, je vomissais des choses, je sentais que c'était des fausses lumières, vers des chaussons. Je ne voyais rien de précis, mais j'avais peur, ça me donnait des angoisses terribles, etc. Donc vous voyez que ici, les participants identifient le démon non pas sur la base des propriétés formelles des images qu'ils voient, vous voyez, c'est pas que des diablotins avec des cornes, c'est assez varié. Le premier cas c'est une chimère, le deuxième cas c'est un vieil homme, et le troisième ne voit rien. Et en fait, peu à peu, à force de faire des entretiens, je me suis rendu compte que par contre, s'il y avait une grande variété sur les caractéristiques formelles des images qui permettaient l'identification des démons, en fait, dans ces expériences, par contre, il y avait une homogénéité du type d'émotion qui était ressentie pendant ces visions. Et vous voyez que ces émotions, voilà, c'est très laid à regarder, il y a un sentiment, une répulsion. L'autre nous dit, j'étais terrifié, c'était vraiment horrible.
Le troisième nous dit je vois rien de précis, mais j'avais peur, ça me donnait des angoisses terribles. Et ça, c'est quelque chose qui revenait tout le temps, le dégoût et la frayeur. Et alors ça a commencé à me mettre sur la piste d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. Euh, Puisque vous avez ces groupes de parole dont je vous ai parlé rapidement au tout début, donc qui ont lieu le lendemain de la session d'ayahuasca. La session d'ayahuasca dure à peu près 6 heures. Vous allez vous coucher et le lendemain, en début d'après-midi, tout le monde se retrouve et chacun va raconter son expérience à l'autorité rituelle. Donc là, Jacques Mabi en l'occurrence, qui est accompagné d'une femme Fabienne, qui l'accompagne dans les pratiques rituelles. Et ensemble, ils vont interpréter, proposer des interprétations à l'expérience. Alors bien souvent, l'expérience, elle est interprétée sur un mode psychologique. On va présenter l'ayahuasca comme une sorte d'épreuve projective. Voilà, si t'es effrayé, c'est parce que finalement tu as de la peur en toi. D'où te vient cette peur? Voilà, il y a cette idée. Ils présentent souvent l'ayahuasca comme une loupe. Quelque chose qui grossit des dispositions émotionnelles, relationnelles, etc., quotidiennes, mais qu'on voit pas forcément. Et donc voilà, finalement, c'est comme un test projectif, vous voyez, les tests de Rorschach, là, dans l'ayahuasca, ce qu'on vit, ça nous dit en fait finalement ce dont on est porteur. Ça, c'est assez classique dans les usages psychothérapeutiques des psychédéliques. C'était déjà des approches notamment qui étaient portées par les pionniers comme Stanislav Grof. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres niveaux d'interprétation à Takiwasi. Alors notamment un niveau d'interprétation qu'ils appellent symbolique, où ils vont relier les 4 éléments, le féminin, le masculin. Ils ont tout un système de taxonomie locale qui font que ils vont donner du sens à certaines expériences en liant dans une approche assez jungienne en fait, vous voyez, avec cette idée qu'il y a des invariants symboliques. Et un niveau qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la dimension dite spirituelle. C'est-à-dire que aussi on va utiliser le récit de la personne pour détecter la présence éventuelle d'entités habituellement invisibles qui se manifestent, dont la présence et l'agentivité se manifestent dans l'expérience de l'ayahuasca. Et typiquement, pour détecter ces entités, donc ce qu'ils appellent là-bas l'infestation, qui est la grande catégorie étiologique locale. L'infestation, donc en gros, c'est une forme de possession démoniaque sur un mode mineur. C'est un concept qui est issu de la démonologie catholique. Puisque Takiwasi a plus de 30 ans d'existence aujourd'hui, et peu à peu, elle est partie de l'usage psychothérapeutique des psychédéliques et a intégré progressivement des éléments du chamanisme local, du catholicisme, etc. Et donc, il s'appuie maintenant essentiellement sur cette notion d'infestation, qui est la grande catégorie étiologique locale, donc cette idée d'être invisible, malveillants de nature démoniaque, qui peuvent entrer en vous quand vous réalisez des infractions socio-morales, du type prendre des drogues, faire des prises de psychotropes non ritualisées, ce qu'ils appellent la sexualité non sacralisée, vous voyez, ce genre de choses. Et là, il y a des démons qui entrent en vous, qui ensuite vous influencent, et on peut détecter la présence et l'agentivité de ces démons, notamment dans les sessions d'ayahuasca. Et dans les groupes de parole, on va faire ce qu'on appelle des diagnostics d'infestation, c'est-à-dire que les guérisseurs vont pouvoir détecter, ah bah tiens, là. Et typiquement, il y a certains types de sensations, comme le froid. Voilà, si vous avez très froid pendant la session d'ayahuasca, j'ai vu ça plusieurs fois, le guérisseur va dire, ah mais là tu sais, ce froid, c'est pas juste un froid psychologique, c'est pas juste un froid physique, il était en Amazonie, il fait pas froid, il faisait pas plus froid pendant qu'avant ou après. Ça, c'est un froid spirituel. C'est la présence d'entités négatives qui donne cette sensation de froid. Vous avez des signes émotionnels. Voilà, si tu es très effrayé, si tu as peur, si quand tu entends des choses qu'on te dit, parce qu'on peut entendre des voix aussi avec l'ayahuasca, il n'y a pas que les visions. Si ça t'effraie, c'est que le message vient pas du bon côté. Tout ce qui va susciter du dégoût, de la répulsion, c'est associé, encore une fois, à ces êtres malveillants, toutes les visions de vermine, etc. Et donc ça, ce sont des diagnostics qui sont faits en public, dans le groupe, et donc qui sont destinés à la personne qu'on diagnostique, mais qui évidemment vont être pris par tout le monde. Et donc vous voyez bien que, en fait, il y a tout un jeu comme ça de boucles tout au long du séminaire pendant 2 semaines entre les sessions d'ayahuasca et les groupes de parole. Et le groupe de parole va précéder un nouveau rituel d'ayahuasca qui sera lui-même suivi d'un groupe de parole. Donc, vous voyez, il y a cette dimension rituelle qui ensuite sa prise en charge sociale et symbolique. Et progressivement, on va façonner la relation qu'entretiennent les participants à l'expérience de cette manière. Donc typiquement, vous voyez là, je vous ai raconté ce truc de froid. Vous voyez, si on devait tous prendre l'ayahuasca ce soir, sans doute que si vous aviez très froid d'un coup, vous auriez ce petit truc métacognitif de vous dire « Ah oui, j'ai froid là, ah oui, non, j'ai froid là », et pas l'interpréter juste comme du froid. Vous voyez, donc les groupes de parole, et notamment la diffusion des critères, ce qu'ils appellent les critères de discernement, qui permettent d'identifier en fait qui parle, parce que dans les sessions d'ayahuasca,
Parce qu'il y a aussi un bon côté, hein, évidemment, il n'y a pas que des démons, il y a les esprits des plantes, il y a les anges, etc. Et on nous présente, on nous décrit un petit peu voilà, le type de visions qui sont suscitées par les démons, le type d'émotions, de sensations et de cognitions qui signent la présence des démons. Et donc peu à peu, en fait, on va apprendre à organiser notre expérience sur la base de ces éléments-là. Et en général, les gens sont très preneurs parce que l'ayahuasca, c'est très fort, c'est très déstabilisant, on comprend rien souvent au début, ça produit beaucoup d'anxiété. Et donc le lendemain, en général, on est très très preneur d'éléments explicatifs qui vont nous permettre de cartographier l'expérience et de naviguer ensuite un peu plus confortablement dans cette expérience. Et donc la diffusion de ces critères de discernement dans les groupes de parole va produire ensuite évidemment des effets de réflexivité, d'éducation de l'attention, d'orientation de l'attention, hein, comme c'est regardez cet exemple de froid, vous voyez, vous allez peut-être repérer ce froid auquel vous n'aurez peut-être pas prêté attention si on ne vous en avait pas parlé le jour même. Les règles, le dispositif rituel joue là aussi un rôle moteur, puisque bon, je suis passé rapidement pour essayer de tenir le temps, mais le rituel est assez riche. Ouais. Voilà, donc vous avez ici un schéma de l'espace rituel de la Maloka. Le trait rouge que vous voyez en haut, en fait, est tracé par l'usage d'eau bénite, de sel à exorciser, de fumée de palo santo qui est utilisé par le guérisseur, et c'est explicitement présenté comme créant un espace protégé, purifié. Et ces actes-là, on va les répéter autour de chaque participant, avec cette idée qu'il pourrait y avoir des contacts. Donc c'est interdit aussi de se toucher, de se parler pendant le rituel, parce qu'on pourrait se transmettre des éléments pathogènes. Et bref, je vous passe les détails, mais dans la logique de l'édification de l'espace rituel, il y a beaucoup de suggestions implicites qui suggèrent la présence d'entités pathogènes qui pourraient chercher à pénétrer l'espace rituel, le corps des participants, et tout le jeu étant évidemment dans le rituel de se protéger de cela. Vous avez aussi la prise en charge des interactions rituelles qui va être assez importante dans le façonnement de l'expérience, c'est-à-dire que par exemple les troubles du contrôle moteur qui sont assez courants avec l'ayahuasca. Vous voyez, quand vous avez du mal à contrôler vos mouvements, certaines personnes vont avoir vraiment même du mal à se mettre à bouger, à crier, etc. Or, dans le rituel, on n'est pas censé bouger, on n'est pas censé parler, on n'est pas censé se lever, on est censé rester assis, le dos droit, les yeux fermés, on écoute les chants rituels pendant 6 heures, ce qui est très difficile à faire. Et si on bouge, si on crie, et on va nous dire chute, et si ça continue, comme je l'ai vu plusieurs fois, les guérisseurs vont arriver en soufflant de l'eau bénite, en récitant des prières d'exorcisme, etc. Et donc, ce qui évidemment va inviter la personne concernée et l'ensemble du groupe à percevoir les troubles du contrôle moteur comme la lutte de deux agentivités antagonistes dans le corps du participant. Et donc, c'est souvent labellisé comme une forme de possession. Okay. Et donc, vous voyez, au niveau rituel, des règles rituelles, des interactions rituelles, il y a tout un ensemble de suggestions qui vont implicitement postuler la présence et l'influence de ces entités. Alors tout ça, évidemment, ça fait réfléchir, hein, quand vous entendez tout ça, que vous voyez tout ça, ça crée beaucoup d'effets de réflexivité, on va repérer davantage certaines choses, et on va non seulement les repérer, par exemple le froid dont je vous parlais tout à l'heure pour garder cet exemple, mais on va aussi catégoriser différemment ces perceptions. Le froid, c'est plus juste du froid. C'est le signe concret et tangible de la présence d'un agent surnaturel malveillant. Alors ça, vous voyez, c'est un peu un premier niveau de socialisation des hallucinations, c'est-à-dire comment les interactions sociales, rituelles et discursives façonnent la relation que les personnes entretiennent avec l'expérience psychédélique et la manière qu'ils ont d'interpréter leur expérience. Ça, c'est un premier niveau. Mais il y a plus, puisque, comme vous voyez, ces magnifiques dessins de participants, au bout d'un moment, il semble que les participants, car littéralement, voient des démons. Vous voyez, là, je pense que vous avez immédiatement reconnu des démons. Là, pour le coup, il n'y a plus trop de doute au niveau des caractéristiques formelles des images. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai observé, c'est que c'est plutôt progressif. C'est-à-dire que les personnes, plus elles participent au dispositif, plus elles répètent leur participation, plus la probabilité est grande qu'elles voient ce type d'image. Et donc ça, ce qui est assez intéressant, puisque ça suggère que le dispositif social peut façonner non seulement la relation qu'on entretient avec l'expérience psychédélique, notre manière de l'interpréter, mais aussi le contenu phénoménologique lui-même des perceptions hallucinogènes. Vous voyez, on a un deuxième degré de socialisation des hallucinations. Et alors ça nous ramène aux questions de
pénétrabilité cognitive de la perception, avec lesquelles vous êtes toutes et tous familiers, bien sûr, et qui est donc la question de dans quelle mesure nos croyances, nos attentes, nos expériences passées influencent nos perceptions. Alors, l'état actuel du consensus scientifique sur ces questions, c'est que finalement assez peu, voire pas du tout, et que finalement les qualia de la perception sont pas vraiment influencés par la culture. Par contre, la culture fait qu'on va les organiser d'une certaine manière. Hein, vous voyez, ça c'est assez flagrant si vous allez en forêt chasser avec des autochtones. Vous voyez, moi je fais ça, je marche dans la forêt. Voilà, pour moi il y a la forêt. Ouais, c'est un truc. Et alors que les autochtones, eux, ils voient, ok, il y a le bruit de tel oiseau, ça veut dire qu'il y a tel autre animal qui est pas loin. Enfin, eux, ils voient tout un réseau d'interrelations animales, végétales. Alors on voit la même chose, vous voyez, mais on catégorise pas nos perceptions de la même manière. De la même manière, si vous prenez quelqu'un qui est jamais sorti de la forêt, vous l'emmenez chez Franprix, nous, des trucs qui sont très intuitifs pour nous, le code barre, vous voyez, le lien entre le prix, etc. Voilà, il va voir ces éléments-là, mais il va pas les catégoriser de la même manière. Donc, les perceptions ordinaires sont très peu influencées par la culture. Et ce qui apparaît avec l'exemple que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est que par contre, il semblerait que les perceptions, les images visionnaires, les perceptions hallucinogènes sont, elles, beaucoup plus potentiellement façonnées par la culture. Alors vous voyez, ça nous renvoie à toute la dimension projective de la perception. Donc, vous savez, par exemple, comme ce qu'on appelle les pareidolie, quand on voit les visages dans des formes confuses, dans les nuages, etc. Et ça nous ramène aussi au débat contemporain sur les apports des approches bayésiennes dans la perception, qui propose de voir donc la perception non pas comme la réception passive de stimulus perceptifs, mais comme une sorte de pari prédictif constant, qui est fait sur la base de nos savoirs acquis. Vous voyez, par exemple, vous rentrez dans une pièce, vous voyez un chapeau et un manteau qui est posé sur un porte-manteau, et il suffit qu'il fasse sombre, ou que vous soyez fatigué, ou un peu speed, et vous voyez quelqu'un qui est debout. Et en un quart de seconde, ça se réajuste. Ah non, non, il n'y a pas quelqu'un, c'est un chapeau qui est posé au-dessus d'un manteau, c'est un porte-manteau. Vous voyez, on est constamment en train de faire des paris prédictifs sur la perception, et en situation de confusion ou de brouillage perceptif, ces mécanismes peuvent se troubler. Et donc l'hypothèse que j'ai développée, pour celles et ceux qui voudraient creuser, je vous ai mis l'article ici, il semblerait que les hallucinogènes en fait modifient les rapports entre prédiction, attente, environnement perceptif et permettent de produire des images qui sont directement façonnées par nos attentes. Hein. Donc, simplement, si vous passez 2 semaines, en fait, que vous parlez de démons pendant 2 semaines et vous dire, voilà, tu vas voir les démons, tu vas finir par voir tes démons, etc. Il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, alors voilà, les gens sont plus ou moins résistants, il y en a, il leur faut 2 jours, d'autres 2 semaines, d'autres 2 mois, mais à un moment, il y a de fortes chances que vous finissiez par avoir des démons aussi. Voilà, et donc ça c'est très intéressant parce que ça souligne le fait que les psychédéliques sont des outils de transmission culturelle. Pour reprendre notre question de départ, hein, est-ce que les psychédéliques sont des outils de transformation sociale? On voit que ce sont bien plutôt des outils de transmission culturelle qui permettent de vérifier de manière concrète et tangible des propositions cosmologiques, étiologiques, telles que par exemple l'hypothèse que nos maladies et nos troubles viennent de démons qui sont habituellement invisibles. Et alors ça évidemment, ça va produire, on ne voit pas des démons juste pour le plaisir de voir des démons, ça va produire des reconfigurations narratives et identitaires, puisque les personnes qui sont là viennent souvent soigner quelque chose, et donc le fait de découvrir que finalement on est infesté par un démon, etc., va servir de support pour repenser sa biographie, ses symptômes, le sens du mal, le sens de la souffrance. Donc vous voyez par exemple avec cette jeune fille qui vit une expérience de... Ah, ça marche plus, c'est pas grave. Une expérience de possession démoniaque, finalement, le guérisseur va lui dire ah, mais tu vois, quand tu pouvais pas te contrôler, que tu t'agitais dans tous les sens pendant l'ayahuasca, dans ta vie quotidienne aussi, il y a ces moments où tu peux pas te contrôler. Quand par exemple, tu as ces crises de boulimie, ou que tu fumes du cannabis alors que tu veux pas. Et donc, tu vois, en fait, finalement, l'ayahuasca, elle t'a juste montré ce qui est déjà à l'œuvre dans ton quotidien. Et là, voilà, vous voyez la jeune fille qui répond. C'est vrai que ça m'était déjà venu à l'esprit avec la boulimie, parce que c'est comme si je faisais des choses que je voulais pas faire. Et alors les psys disent, voilà, papa, maman, d'accord, mais voilà, moi je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui me dominait. Donc, vous voyez, toutes les situations qu'on appelle classiquement en philosophie d'acrasie, c'est-à-dire de conflit de la volonté, où on fait, vous voyez, c'est la fameuse phrase de je fais le bien, je l'approuve, enfin je vois le bien, je l'approuve, je fais le mal. Voilà, ça s'explique tout simplement parce que, comme l'addiction, hein, vous voyez, ah, faut que j'arrête de fumer, c'est très mauvais, puis pourtant je continue à fumer.
Et ben ça s'explique assez simplement, c'est parce qu'en fait on est plusieurs à l'intérieur. Il y a vous qui voulez arrêter de fumer, puis il y a le démon qui vous pousse à fumer. Et alors ça, donc voilà, vous avez donc les personnes qui vivent des troubles du contrôle moteur majeur, qui vont être labellisés localement comme de la possession, voilà. Et vous avez d'autres personnes qui vont avoir comme ça des relectures de leur biographie, de leur comportement quotidien à l'aune de ce modèle étiologique. Par exemple, c'est ce jeune homme là qui dit voilà, après tout ça, donc notamment avoir vu Violaine être possédée, ce qu'il avait vécu comme une preuve de l'existence des démons, j'ai réfléchi, je pense que j'ai aussi quelque chose comme une infestation. Et voilà, il réfléchit donc à son usage de la pornographie. Et là encore, plusieurs fois j'ai voulu arrêter, mais je pouvais pas, je me rends compte que quelque chose ne va pas, parce que je n'aime pas ça, ça me dégoûte, mais j'y reviens toujours. Vous voyez encore là l'acrasie. Et donc on va avoir des reconfigurations narratives sur l'origine des symptômes, etc., qui vont aussi impliquer une reconfiguration identitaire, puisque quand les personnes sortent de là, bah, ils sont plus juste eux, ils sont eux plus d'autres êtres à l'intérieur qui les agissent, qui les influencent, et ils vont commencer à considérer certaines de leurs pensées comme n'étant pas leurs pensées, mais les pensées du démon. Par exemple quand ils veulent fumer, mais aussi, parce que là je vous parle des démons, mais aussi des bonnes choses, par exemple quand ils ont des intuitions, de l'enthousiasme, etc., comme étant l'influence du Saint-Esprit ou de l'esprit de l'ayahuasca. Donc finalement, on arrive avec une redéfinition de l'identité, où les personnes sortent de là en se considérant comme des êtres perméables, pluriels, là où en général, comme vous savez, dans la théorie du soi qui domine dans les sociétés occidentales, on est plutôt voilà, un jeu égale jeu, c'est moi, c'est tout, c'est les frontières, c'est assez simple. Euh, donc vous voyez ici que on a les propriétés singulières des psychédéliques, l'augmentation de la suggestibilité, le façonnement de l'expérience par des facteurs extra-pharmacologiques, rituels, discursifs, les propriétés noétiques, c'est-à-dire la nature épistémologique, le statut épistémologique de ces expériences, on y reviendra, qui sont souvent vécues comme plus vraies plus réelles que la réalité ordinaire. Et tout ça vient rencontrer une théorie étiologique et cosmologique, et finalement qui est intégrée dans des expériences concrètes, qui sont des expériences psychédéliques, et finalement tout ça conduit à des reconstructions narratives et des reconfigurations identitaires, qui est souvent en fait ce qui est désigné à la fois par les praticiens et par les patients comme étant thérapeutique. Et finalement, ce qui est thérapeutique, ce qu'on appelle se guérir dans ce genre de contexte, c'est ça. C'est que finalement, on devient quelqu'un d'autre, on a un nouveau narratif pour, comme dans la plupart des psychothérapies, on vient acquérir des nouveaux narratifs qui nous permettent d'expliquer les symptômes. On a des nouveaux outils pour pouvoir cope avec les symptômes, la prière, etc. Et enfin, on peut expliquer pourquoi j'avais ces crises de boulimie, etc. Bon, pour celles et ceux qui voudraient approfondir, je vous ai mis des articles. Et alors ça, évidemment, alors ça c'est intéressant parce que c'est vu comme le principal levier de l'efficacité thérapeutique de ces substances par les usagers et les praticiens. Mais c'est aussi vu comme la même chose, cette dynamique est également vue comme le grand danger des psychédéliques, notamment par les pouvoirs publics français, qui ont interdit par exemple l'ayahuasca en 2005. Et alors pour des raisons de santé publique, et en fait quand on creuse, puisque l'ayahuasca n'étant ni toxique ni addictif, ces raisons de santé publique en fait sont essentiellement appuyées sur l'argument que ces substances pourraient être utilisées comme des outils de manipulation mentale par des groupes sectaires. C'est ce qui apparaît dans le rapport de la Miviludes que vous connaissez peut-être, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, notamment en 2008 qui a publié un rapport et donc sur ces questions, et on voit en fait le vieux narratif américain du brainwashing qui avait émergé dans le cadre de la lutte contre le communisme et l'émergence des mouvements hippies, et qui a d'ailleurs été abandonné depuis aux États-Unis. On a vu réémerger ce narratif du brainwashing en Europe et qui a assez fortement contribué à la stigmatisation de l'utilisation des psychédéliques, avec cette idée que les psychédéliques en fait pourraient être des outils de manipulation mentale pour en gros les mêmes raisons que les raisons, enfin pour les raisons que je vous ai décrites plus tôt, qui sont en fait les mêmes raisons que pour lesquelles les usagers souvent les perçoivent comme thérapeutiques. Vous voyez, c'est assez intéressant. Et alors, tout ça nous amène à, pour conclure, la question des usages contemporains de ces substances. Vous savez qu'il y a une dynamique de médicalisation de ces substances. Et alors, j'espère vous avoir transmis, vous sensibiliser aux propriétés remarquables de ces substances qui font qu'il y a quelques petits défis qui vont se poser à l'intégration de ces substances dans les dispositifs médicaux. Alors, il y a des choses bien connues, notamment l'augmentation de la suggestibilité induite par les psychédéliques,
ce qu'on appelle le set and setting, le fait que les psychédéliques sont très sensibles au cadre d'administration, et aussi ces propriétés noétiques, hein, dont je vous ai parlé un petit peu précédemment. Alors, les propriétés noétiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent l'expérience psychédélique, elle n'est pas du tout perçue, vécue comme une illusion, ou comme une sorte de réalité d'ordre second. Hein, elle est bien souvent vécue au contraire comme une sorte d'accès non médiatisé, immédiat, direct à une réalité plus réelle que la réalité ordinaire. Donc c'est souvent vécu comme une révélation non médiatisée. Alors même que, comme je vous l'ai montré, ces expériences sont très fortement, en fait, très très fortement médiatisées par les interactions sociales. Donc vous voyez que ça pose quand même deux, trois questions éthiques, hein, sur comment on va accompagner ces substances, qu'est-ce qu'on dit avant aux usagers, aux patients, qu'est-ce qu'on leur dit pendant, qu'est-ce qu'on leur dit après. Alors c'est assez intéressant, moi maintenant j'enquête là-dessus sur la médicalisation de ces substances, et on voit les psychiatres qui se posent des questions qui ne sont pas du tout habitués à se poser, du genre la décoration de la salle d'administration, il faut mettre des plantes, des tapis, il faut mettre une lumière tamisée, une playlist. Vous voyez, en général, vous voyez, les salles d'hôpitaux, c'est... Parce que j'avais fait une première réunion où ils avaient prévu de donner des psychédéliques en blouse blanche, avec des néons dans des salles blanches. Et là, on était deux, trois, on a dit, je sais pas, je sens que ça va pas être terrible. Donc, vous voyez, il y a ces enjeux assez intéressant, avec notamment un point qu'on a creusé avec deux collègues d'Imperial College à Londres, dans ce papier à votre droite, en haut, qui est la question aussi des révélations psychédéliques. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont des révélations, que ce soit alors voilà, des révélations métaphysiques. J'ai découvert qu'il existe des démons, j'ai découvert que Dieu existe, que Dieu m'aime, et aussi évidemment la question des souvenirs traumatiques, hein, qui sont des questions, en fait, on touche à des questions très proches de celles qui émergent avec l'hypnose, hein, finalement. Et d'ailleurs, je pense que le champ de l'hypnose a beaucoup à apporter pour penser justement que la manière de dealer avec les contenus qui émergent dans l'expérience psychédélique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces révélations, notamment la sensation d'avoir des souvenirs traumatiques qui réémergent, qui vont réémerger sous la forme de quelque chose de très très massif, perçu comme étant une réalité très difficilement critiquable. Voilà, comment on accompagne ça? Ça pose pas mal de questions. Et évidemment, tous les rapports de pouvoir, hein, je pense que vous l'avez senti quand même dans la présentation, ça pose pas mal de questions, ce qui se passe à Takiwasi. Tous les rapports de pouvoir qui peuvent se tisser du fait des propriétés de ces substances, avec toutes les questions des rapports de pouvoir, notamment religieux, qui peuvent se tisser entre ceux qui dirigent les expériences, les accompagnent, et celles et ceux qui y participent. Alors, et un dernier petit point un peu croustillant pour les médecins, c'est la question des expériences mystiques, qui est une récurrence dans les expériences psychédéliques. Et pas de peau, en fait, c'est pas un effet, juste un effet indésirable, semble-t-il. Les premières études montrent que, en fait, l'efficacité thérapeutique de ces substances est corrélée à la survenue, l'intensité, la fréquence de ces expériences mystiques. Donc ça c'est pareil, les médecins, vous voyez, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ça va être un peu... Vous voyez, il y a pas mal de choses qui débordent, ça fuit, voilà. Il y a pas mal de choses qui débordent du cadre médical, et je pense que ça va être assez passionnant de voir dans les années qui viennent comment ces substances vont être intégrées au dispositif médical, mais aussi comment peut-être la pratique de la psychiatrie va être transformée ou challengée par l'introduction de ces substances. Voilà, merci pour votre attention. Alors moi je te remercie beaucoup pour tout le travail que tu as fait, qui m'a beaucoup inspiré dans un petit article que j'avais rédigé dans la contribution d'Antoine sur le grand livre des trans. Je fais beaucoup de parallèles avec d'autres formes de trans, des trans sans produit. Je fais des liens avec les travaux de Spanos, peut-être que tu connais, avec la théorie socio-cognitive de l'hypnose, ou comment, au final, le contenu à la fois phénoménologique et en termes de contenu symbolique est fortement impacté par les attentes, par le pré-talk. Et toutes les réflexions que tu fais sur la dernière diapo, j'ai envie de les transposer à toutes les pratiques de trans, parce que je pense que les processus à l'œuvre semblent, à mon avis, les mêmes. Je ne sais pas si les recherches vont se prolonger dans cette direction-là, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Je te remercie. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est plutôt une remarque comme la vôtre. Vous connaissez forcément parfaitement les portes de la perception d'Aldous Huxley, mais 10 ans avant, il a écrit un livre qui s'appelle Les Diables de Loudun, qui est une histoire de possession en France sous Louis XIII, je crois. Et quand vous avez parlé de catholicisme et tout ça, enfin, la contagion culturelle qui fait que tout le monde croyait que le diable venait les visiter des nonnes, plus à la fin le moine le prêtre qui est condamné au bûcher. Enfin, on est vraiment dans la même famille, quoi. Oui, oui, j'avais lu tout ça pour mieux comprendre un peu ce que j'observe. Et ouais, effectivement, c'est des phénomènes d'épidémie, une sorte d'épidémie sociale, oui. Alors, on est un peu contraint par le temps. On va devoir s'arrêter là au niveau des questions. Encore merci. Merci à vous. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions après.